Qu'est-ce que tu fais? Enfin, calme-toi, je t'en prie. Je t'en prie, calme-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais pas là. Qu'est-ce que tu fais? Une étude nationale d'envergure donc a montré qu'une femme sur 10 a été confrontée aux violences conjugales, est aujourd'hui confrontée aux violences conjugales ou sera dans le futur confrontée aux violences conjugales. C'est un phénomène sociétal d'ampleur. Féminicide à Mérignac le 4 mai 2021. Une mère de 3 enfants de 31 ans assassinée par son conjoint, brûlée vive après s'être fait tirer dessus. Le mari violent avait été condamné et incarcéré il y a moins d'1 an pour violence conjugale et avait été libéré en décembre sans qu'elle en ait été avertie. Une femme décède tous les 2 jours et demi en moyenne. Un homme décède tous les 14 jours en moyenne à cause de la violence conjugale. Pourquoi 7 est le chiffre moyen national en France du nombre de départs d'une victime auprès de son auteur? C'est un mécanisme d'emprise très très particulier. Il y a des victimes qui vont partir une fois et ce sera définitif. Mais la moyenne reconnue et étudiée, c'est quand même 7 départs. Et c'est important d'essayer de le comprendre pour ces familles, mais aussi pour l'entourage qui est souvent en situation d'impuissance, de frustration, d'incompréhension, et aussi bien sûr pour les professionnels qui côtoient ces familles. Si elles partent et qu'elles reviennent, et qu'elles partent et qu'elles reviennent, quelque part, c'est logique, vu ce qu'elles subissent. Si vous voulez accompagner une victime de violence conjugale, il faut perdre des repères de normalité liés au conflit. Il faut mettre de côté tout ce qui peut paraître logique, évident et normal, parce que justement, la relation qu'elle a ou qu'il a avec son partenaire est tout sauf évident, logique et normal. C'est une réalité qu'il peut y avoir une violence économique qui s'exerce, que monsieur travaille ou pas, que madame travaille ou pas. Et donc, effectivement, envisager un départ avec 2 € dans sa poche, ça peut paraître compliqué. C'est tout à fait vrai. Faut pas oublier aussi la question de l'hébergement. Ça, c'est une réalité terrain. C'est-à-dire qu'il y a une cohabitation. S'il n'y a pas de position judiciaire qui ordonne l'éviction du conjoint, que fait cette femme? Que fait cet homme victime? Il doit partir. Oui, mais où? Y a-t-il une solution personnelle? Y a-t-il une solution institutionnelle?
Et je pense que c'est absolument une double violence que d'envisager de partir avec ses enfants, une valise, vers une structure d'accueil, alors qu'on est victime. Accueillir en urgence, c'est tout d'abord répondre à un besoin de sécurité des victimes. Répondre à cette urgence, c'est mettre à l'abri du risque, que ce soit physique ou que ce soit psychique. C'est cette phase qui nous permet de restaurer un sentiment de sécurité et de confiance chez la victime. Il est important de souligner que ce sentiment de confiance doit être travaillé tout au long de l'accompagnement par le travailleur social, qui de plus est en charge de mener un accompagnement social global qui varie selon les besoins de la victime. Les auteurs de violences conjugales cherchent l'exclusivité. Ce qu'ils veulent, c'est que la personne qui est avec lui ou avec elle soit exclusivement dédiée à ce qu'il souhaite. Et pour ça, il faut faire le ménage. Et c'est fait d'une façon très stratégique. Il ne faut pas voir la violence conjugale comme un homme qui lève la main. Il ne faut pas voir la violence conjugale comme une femme qui lève la main. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a vraiment une notion de stratégie, il y a vraiment une notion de manipulation, et il y a aussi une notion de progressivité. Et dans cette notion de progressivité, il va faire le ménage. L'auteur de violence conjugale va faire le ménage. C'est-à-dire qu'il va, au départ, trouver des solutions, des stratagèmes pour éloigner sa compagne de personnes qui est peu importante pour elle. Et elle ne va pas voir là-dedans une stratégie de manipulation. Et au fur et à mesure du temps, les personnes vont de plus en plus, la victime va de plus en plus se retrouver seule. D'accord ? Donc c'est vraiment une stratégie. Et effectivement, dans les associations, on voit arriver des femmes victimes qui disent, avant de le connaître, j'avais un boulot, j'avais des amis, j'avais une famille, et aujourd'hui, j'ai plus que vous. La deuxième explication à cet isolement, c'est aussi une conséquence pour la victime. Pourquoi ? Parce que les victimes aussi sont stratégiques. Les victimes, elles mentent. Et à un moment donné, elles n'ont plus envie de mentir à l'entourage. Et ce n'est plus leur priorité que de passer un bon moment avec des copains. Leur priorité, c'est qu'est-ce que je peux faire ce soir pour que ça se passe bien à la maison. Et donc, les conséquences des violences conjugales, c'est aussi l'isolement de la victime par elle-même. Et la deuxième chose que vous avez amenée, c'est la perte de l'estime de soi. Forcément. Et c'est un gros problème. Vous n'entendrez jamais une victime dire « malgré tout, je suis forte, malgré tout, je vais bien, malgré tout, je crois en moi ». Parce que c'est justement ce qui est dévasté. C'est justement ça. C'est la question de l'identité. C'est la question de la confiance en soi. Les personnes victimes de violences conjugales sont avant tout victimes de violences psychologiques. La violence des mots laisse bien plus de traces que la violence des coups. Parce que ce sont des bleus internes, ce sont des bleus qui sont énormément difficiles à conscientiser, à dire, à prouver, mais qui sont bien là. Et donc effectivement, tant qu'une victime se retrouve seule et n'a pas confiance en elle, elle se sentira en incapacité de partir. Et c'est très important de savoir les valoriser. Lorsqu'une victime parle, on a souvent tendance à dire « Oh mais mon Dieu, va déposer plainte, il faut faire ça ». Mais c'est sans se rendre compte de ce que ça veut dire dans sa vie à elle. Est-ce que c'est son choix ? Est-ce qu'elle en est là ? On estime qu'il y a 12 à 16% de victimes qui déposent plainte. Qu'est-ce qu'on fait des 85 autres pourcents lorsqu'on dit à une victime « Écoute, j'ai compris ton problème en 5 minutes. Tu m'as dit ton secret de 10 ans, je t'ai écouté 5 minutes. Va déposer plainte. » Il y a, je pense, beaucoup d'autres choses à mettre en place avant d'en arriver là. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, je voudrais déposer plainte. D'accord, asseyez-vous. Je vais prendre votre déposition. Ferme ta gueule. Alors j'aurai besoin de votre nom façon, c'est marital. ta Ensuite, Si tu dis ça, votre tu nom auras plus les de autres. naissance, votre prénom, Si tu dis ça, je votre vais date me de naissance, ainsi que votre Si tu adresse. dis ça, on doit prendre une cul. Ils croiront pas. Si tu dis ça, je te tue. Je pense qu'il faut accorder une importance
très particulière à l'accompagnement des victimes, à l'écoute des victimes et à la façon avec laquelle on va pouvoir les accompagner et trouver des solutions, parce qu'il y a véritablement un grand nombre de solutions judiciaires qui existent et qui peuvent être apportées. Et même si je comprends parfaitement qu'on peut estimer que la justice est trop lente, qu'elle est parfois sourde, qu'elle est parfois aveugle, je veux quand même dire qu'elle apporte aussi des solutions, et que je suis le témoin et je vois beaucoup d'avocats, beaucoup de magistrats qui tous les jours mouillent leur chemise et véritablement font un travail assez remarquable aux côtés des services de police et de gendarmerie pour essayer d'apporter des solutions. C'est pas facile parce qu'il y a des sentiments qui se mêlent, il y a la peur, il y a la honte, il y a la crainte d'un système qu'on ne connaît pas, la méconnaissance de règles aussi qui peut faire peur. Et c'est là où le partenariat est important, parce que le travail d'écoute aura peut-être été fait en aval par les associations ou d'autres partenaires. Mais une fois que le problème aura été isolé, on peut, par des voies judiciaires, apporter des solutions très efficaces et des solutions aussi très rapides. Il y a évidemment les solutions pénales qui passent par le dépôt de plainte, qui peut se faire de plusieurs formes. La plainte, c'est pas forcément la scène de la chaise qu'on a vue tout à l'heure, qui est très significative et très parlante au commissariat. La plainte peut se faire par l'intermédiaire d'un avocat, elle peut se faire en ligne, elle peut se faire d'une façon beaucoup plus sereine peut-être que de se rendre dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Il y a la plainte, il y a le procureur de la République qui peut prendre un certain nombre de mesures pour éloigner et placer en sécurité tout de suite le conjoint et les enfants, par un contrôle judiciaire, par une mesure de comparution immédiate, par la saisine d'un juge d'instruction. Et on va, nous, avocats, dans ce type de situation, accompagner les victimes. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, voilà, vous êtes venus maintenant me voir, on va mettre ensemble en place un certain nombre de mesures pour que vous soyez tout de suite protégés, qu'il y a un éloignement, que vos enfants soient en sécurité, que vous soyez en sécurité, qu'on règle la séparation. Et je veux vous enlever ce souci de la procédure et ce souci judiciaire. Vous avez déjà suffisamment vécu comme ça, vous avez déjà suffisamment de difficultés. Vous avez un avocat, laissez-nous faire et on va essayer de faire avec vous au mieux. Et c'est important aussi de respecter la décision de la victime. Et non pas de se dire qu'en tant que professionnel, entre guillemets, on a fait son boulot parce qu'on a trouvé une solution judiciaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le dépôt de plainte, c'est pas anodin. Je crois que c'est Julie qui le disait tout à l'heure. C'est un acte qui n'est pas facile à accomplir parce que ça entraîne des conséquences qui vont peut-être culpabiliser l'auteur de la plainte. Il y a des possibilités civiles par ce qu'on appelle l'ordonnance de protection, qui est une mesure prise par un juge aux affaires familiales en dehors de tout dépôt de plainte. Donc, on n'est pas dans la sphère pénale, on n'est pas dans la sphère qui est de la compétence du procureur de la République, et qui peut en 6 jours, puisque le texte prévoit que la mesure doit être prise dans les 6 jours, c'est un calendrier qui est très contraint, mais qui est aussi très efficace, permettre un éloignement et mettre en sécurité le conjoint, les enfants. C'est un véritable contrôle judiciaire civil, on appelle ça un peu comme ça dans notre jargon, c'est-à-dire que le juge aux affaires familiales peut très vite prendre des mesures qui sont valables 6 mois, qui peuvent être prolongées et ainsi assurer une certaine sécurité. Il y a des mesures qui sont un petit peu plus brutales, mais qui sont parfois nécessaires. Je pense à ce qu'on appelle l'OPP, l'ordonnance de placement provisoire. Alors, moi, j'aime pas beaucoup ces mesures-là, parce que l'ordonnance de placement provisoire, c'est une décision qui est assez brutale, qui va être prise par un juge des enfants, généralement saisi par le procureur de la République, lui-même saisi par un avocat, qui va dire, voilà, on est dans une situation d'urgence, voire d'extrême urgence, il y a un enfant ou des enfants qu'il faut protéger, le conjoint victime n'est malheureusement pas en situation de le faire, et il faut le sortir de ce milieu, et on va effectivement le placer dans une famille d'accueil, dans un institut, heureusement de façon provisoire, puisque le juge, c'est une mesure qui est assez rapide et qui se fait même sans audience, mais dans les quelques jours qui suivent, il y a une convocation des parents qui doit être organisée, et évidemment, on fait en sorte que le parent victime qui accuse le coup de voir son enfant placé puisse le récupérer une fois que la crise s'est un peu éloignée. L'auteur des violences conjugales est coupable. Il doit être reconnu coupable. Il doit être sanctionné pour ce qu'il fait. Le problème de la violence conjugale, c'est que le ressenti de culpabilité est porté sur la victime et sur les enfants.
Le discours d'un auteur, c'est toujours de dire « si j'en suis là, c'est à cause de toi. Si j'ai fait ça, c'est parce que tu m'as provoqué. » Le sentiment de culpabilité est un critère de détection et c'est un critère à prendre en compte dans les accompagnements. C'est une obligation. Pourquoi la personne culpabilise ? Parce que la personne qui est en train de l'accuser, c'est son mari. C'est pas le voisin, c'est pas le collègue, c'est pas le directeur. C'est l'homme qu'elle aime. Et donc, la nature du lien sentimental fort fait qu'il y a un crédit à ce qui est dit. La deuxième raison qui fait qu'il va y avoir intégration de cette culpabilité, c'est la répétition du message. Il ne va pas lui dire une fois, il va lui dire au quotidien. Et à un moment donné, même si elle sait qu'elle n'a rien fait, son inconscient va intégrer qu'il faut qu'elle s'améliore pour retrouver cette paix qu'elle cherche tant. Et la troisième raison, c'est qu'elle se dit, si le problème c'est moi, j'ai espoir que ça change, parce que je vais me corriger, je vais m'améliorer, je vais trouver des solutions. Elle n'est pas masochiste, il n'y a aucune complaisance à la violence. Ce que les victimes cherchent, c'est la paix. Si le problème vient d'elles, elles ont l'idée d'avoir un pouvoir là-dessus. Elles se disent, je vais me corriger, ce soir, il y aura la paix à la maison. Le problème, c'est que, merci, le problème de la violence conjugale n'est absolument pas la personnalité de la victime. Le problème de la violence conjugale n'est absolument pas le comportement de la victime, ni le comportement d'un enfant. Le problème de la violence conjugale, c'est le comportement de l'auteur. Et quoi que la victime fasse, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Mais il faut énormément de temps pour conscientiser ça. Les victimes vont rejeter un maximum cette réalité. Parce que c'est douloureux, parce que ça fait mal. Je pense qu'il est aussi important de rajouter un concept qui est souvent oublié. Pourquoi ? Parce qu'on va zoomer la violence, mais il ne faut pas obliger l'amour. La violence conjugale a ça comme particularité, c'est que c'est un paradoxe. Comment peut-on articuler la violence, la maltraitance, avec la conjugalité qui suppose l'inverse ? Mais il y a des situations où lorsqu'on dit à une victime « Mais pourquoi tu restes ?» La réponse, c'est parce que je l'aime. Parce qu'au début, il n'était pas comme ça. Et c'est tout le piège de la violence conjugale, c'est qu'au départ, tout va bien. C'est toujours le cas. En un rencard, ça se passe toujours bien. L'emprise va se mettre en place au fur et à mesure du temps. Non, 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 s'il te plaît, fais pas ça, arrête. Je t'en supplie, fais pas ça. Arrête. Non, non. 80% des enfants sont témoins auditifs et ou visuels des scènes de violence conjugale, même s'ils ont tendance à se taire à l'identique de la victime adulte qui subit ça. Tout au long de l'accompagnement, nous travaillons sur cette dimension familiale. Aujourd'hui, nous prenons en compte les besoins de l'enfant en tant que co-victime et non plus comme accompagnant. Le premier statut possible, c'est ce qu'on appelle un enfant petit parent. Donc, c'est le processus de parentification. C'est souvent l'aîné d'une fratrie. Ils sont toujours dans l'action, dans qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ce soir, ça se passe bien. Alors, c'est sûr que plus l'enfant grandit, plus il va développer des compétences administratives, des compétences de ménage, des compétences administratives, etc.
Mais moi, j'ai déjà accompagné un enfant de 6 ans qui était absolument petit parent. C'est-à-dire qu'il prenait la place et la responsabilité d'un adulte. Ce sont des enfants qui font preuve d'une hyper-maturité, parce que forcément, ils grandissent très vite, ils grandissent trop vite. Ce sont des enfants qui intériorisent leurs souffrances. Comme ils prennent des responsabilités d'adultes, ce sont des enfants qui ne peuvent pas dire « j'ai peur, je vais mal, aidez-moi ». Et ce sont des enfants qui intériorisent du coup toute leur culpabilité et tout leur stress. Et ce sont des enfants qui ont besoin effectivement d'accompagnement. Je me souviens d'une dame qui venait d'un département assez lointain, qui arrivait sur un dispositif de mise en sécurité sur l'arrondissement. Et au premier entretien, elle me dit « j'ai de la chance, j'ai 2 filles en préadolescence, mais qu'est-ce qu'elles sont sages, elles m'aident beaucoup à la maison, elles sont lisses. » Ok. Au bout de 2 mois, cette même maman vient me voir en me disant « je ne comprends pas, elles font leur crise d'ado. Elles se rebellent. » Et j'aurais dit « heureusement, elles ont perdu leur statut de petits parents et elles peuvent enfin se développer comme tout enfant. Elles peuvent enfin dire que c'était difficile à l'époque. Elles peuvent enfin être délestées de ce poids, de cette culpabilité. Et elles peuvent faire leur crise d'adolescence. Donc c'est sûr que ce n'était pas du tout évident pour la maman, mais c'était absolument nécessaire pour le bon développement d'un enfant. Mon papa, lui, quand il s'énerve quelquefois, ça fait très peur. Mais après, c'est fini, on n'en parle plus. Et d'ailleurs, je veux pas raconter ça comme ça. Ça n'existe pas, c'est fini. Le deuxième statut possible, c'est l'enfant qui va être confident de la victime, que ce soit le père ou bien sûr la mère, dans l'immense majorité des cas. Alors attention, ce que je vais dire n'est absolument pas une critique, un jugement, un reproche ou quoi que ce soit de négatif vis-à-vis de la victime. On est bien d'accord. Pour autant, cet enfant va avoir accès à 2 formes de violence. La violence qui se passe entre papa et maman, mais aussi le discours de la mère qui est complètement en détresse et qui va trouver chez cet enfant un soulagement, un apaisement. Et il va vraiment y avoir une notion d'alliance. Cet enfant-là va d'ailleurs avoir un rôle particulier également. Il va avoir le rôle du souvenir. Pourquoi ? Parce que si maman part, elle va lui expliquer pourquoi elle part. Et si elle dit « maintenant, papa a changé, on va rentrer », là, l'enfant va se positionner et va rappeler pourquoi la mère est partie. Donc cet enfant va aussi prendre une responsabilité qui normalement ne lui incombe pas. Un enfant n'a pas à avoir accès à l'intimité de son père et de sa mère. Et là, il va y avoir accès, et d'une façon très très particulière. Parce que le discours de la mère, c'est « j'aime ton père et je le déteste ». Le discours de la mère, c'est « on va partir et on va peut-être rentrer ». Cet enfant va se positionner. Il va se positionner en protection, en fusion de la victime, et il va vouloir la séparation. C'est un enfant qui peut à un moment donné appeler à l'aide, peut parler à une assistante maternelle, à une institutrice, il peut parler à un éducateur sportif, il peut décrocher le téléphone et demander de l'aide à un professionnel lorsqu'il se rend compte qu'il n'y arrive plus et que maman est en danger. Je l'ai dit à personne les coups de poing dans la voiture, sauf à Justine, ma copine, qui m'a dit aussi que sa maman, elle se faisait taper, que c'était normal. Sa mère, c'est de sa faute. Elle fait rien pour empêcher ça. Moi, je lui dis que quand on s'aime, on se tape. Et avec Justine, on se tape aussi. Et tous les deux, on a fait ce dessin où on se tape très fort avec du sang. Le troisième statut possible, c'est l'enfant qui va être confident de l'auteur. Si c'est possible d'un côté, c'est possible aussi de l'autre. Donc c'est un enfant, fille ou garçon, qui va avoir accès là au discours de l'auteur et qui va penser que le discours est vrai. Parce que ce n'est pas le discours d'un éducateur, ce n'est pas le discours
d'un prof, c'est le discours d'une des figures d'attachement et qu'il est né là-dedans. Et donc l'enfant qui est confident de l'auteur va penser que la violence, c'est normal, va penser que la solution, c'est le recours à la force, c'est la position de pouvoir. Il va penser, si papa fait ça, c'est que maman le mérite. Donc c'est des enfants à qui on va quand même donner des valeurs pas très normales, j'ai envie de dire. Donc il faut y faire particulièrement attention. Le 4e statut, c'est l'enfant qui est petit agresseur. C'est-à-dire qu'il va avoir accès au discours de l'auteur, mais il va également être utilisé dans les stratégies de manipulation, dans les stratégies de surveillance et de contrôle, et dans un relais de la maltraitance. Donc là, contrairement au statut de l'enfant confident, là, c'est un enfant qui va être dans l'action. C'est un enfant à qui on va dire « Je pars travailler, tu surveilles ta mère, et quand je reviens, tu me dis ce qu'elle a fait, qui elle a vu. » C'est un enfant à qui on va apprendre la violence psychologique, à qui on va apprendre la violence verbale, et dans certaines situations, à qui on va apprendre la violence physique. Et bien sûr, ce sont des enfants qui ont aussi besoin d'aide, parce qu'il ne faut pas oublier derrière que ce sont des enfants qui se développent avec les données qu'on leur donne, tout simplement. L'autre fois, papa conduisait la voiture et maman, qui était toute chic, elle lisait la carte de la route et elle s'est trompée. Papa, il a crié, il a garé la voiture, il a cogné sur maman, qui était nulle. Maman a crié, j'ai crié, comme papa, qu'elle était nulle. Le statut suivant, c'est l'enfant qui arbitre. C'est-à-dire qu'il ne va avoir accès ni au discours du père, ni au discours de la mère. Et il va comme ça, comme tout enfant, passer de l'un à l'autre. Il va essayer de donner des conseils. Mais il va être, j'ai envie de dire, l'un des plus protégés par rapport aux problèmes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas en souffrance, on est bien d'accord. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne ressent pas cette notion de culpabilité. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, dans 75% des situations, les faux prétexte de passage à l'acte repose sur des questions éducatives, où forcément l'enfant va être intégré à la problématique de violence. Le statut suivant, il faut une protection de l'enfance, c'est certain. C'est l'enfant le plus en difficulté. On parle d'enfant bouc émissaire. C'est un enfant qui va avoir 3 énormes problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est victime collatérale de la violence exercée entre le père et la mère. C'est quand même le point de départ. Le deuxième problème, c'est qu'il va être pointé du doigt comme coupable de tout ce qui ne va pas. Donc c'est un enfant maltraité. C'est un enfant victime. C'est un enfant qui va forcément somatiser, qui va forcément pas être bien, mais il ne va pas forcément parler. Il faut aussi s'en intéresser. Et le troisième problème, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est un enfant choisi. C'est un enfant qui naît avec une problématique de santé, avec un handicap. On voulait une fille, on a un garçon. On voulait un garçon, on a une fille. Donc c'est un enfant comme ça qui va porter le poids de tout le dysfonctionnement familial et qui va être dans la peur, dans la somatisation, dans la culpabilité. Et ce sont des enfants, bien sûr, qui doivent être protégés. Et le dernier statut possible, c'est l'enfant invisible. C'est l'enfant passe-partout. C'est l'enfant qu'on ne soupçonne pas. C'est l'enfant qui a des capacités de suradaptation incroyables et qui va réussir, une fois sorti de la maison, à être un enfant lambda. On ne va pas s'occuper de lui, il ne va pas faire de vagues. Il va faire du sur-mesure. Il ne va pas ramener de problème à la maison, c'est certain. À l'école, ça se passe bien, mais ne ramène pas de mauvaises notes. Il joue avec des copains, mais il ne va pas attacher son pantalon. À la cantine, il va manger des épinards. Il ne pose absolument pas de problème. Il y a 1 an, j'ai fait une intervention dans un collège où j'ai abordé la question des violences.
Et il y a un enfant qui a pris la parole pour dire à quel point il allait mal. Et j'ai vu l'institutrice s'asseoir et elle est venue me voir en me disant « Je ne pensais pas que ça concernait lui. Cet enfant-là, il ne fait pas de vagues. Il était indétectable. » Et pourtant, ce jour-là, il a pris la parole et il a montré à quel point il avait besoin d'aide. Et heureusement que dans cet établissement, il y avait un relais, bien sûr, vers les services compétents. L'idée, à travers ce petit topo, ce n'est absolument pas de mettre des enfants dans des cases. On est bien d'accord. Surtout que ça peut évoluer et certains enfants vont passer d'un statut à un autre ou peuvent combiner différents statuts. L'idée, c'était d'avoir une ouverture, une lecture plus large de la reproduction systématique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que pour les professionnels de la protection de l'enfance, c'est absolument important de comprendre ça pour comprendre des statuts d'enfants et des impacts particuliers. On est bien d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'enfant ne peut plus être considéré comme en dehors du problème conjugal et qu'il en est impacté. Il a besoin d'être accompagné. L'idée, c'était la prise de conscience de la complexité du phénomène. Maintenant, heureusement, qu'il y a des accompagnements possibles, mais ça passe par la prise de conscience du problème avant tout. Je vous remercie.